monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois d'août et on commence tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est le dernier livre que j'ai lu pour le mois d'août et c'est le tome 2 des 4 éléments qui est Sanctuaire de Clélia Witt, ou Avi, plutôt Avi, je crois pas qu'on prononce le T. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Pâle de l'été et aussi dans ma vidéo les livres que je prends en vacances avec moi et sachez que c'est le seul livre que j'ai réussi à lire pendant mes vacances, voilà. Donc dans cette histoire on va découvrir Eriana qui est en cavale depuis un bon petit moment à cause de la couleur de ses cheveux puisqu'elle a les cheveux bleus et elle appartient à une minorité de personnes qui ont certains pouvoirs et durant sa cavale elle va rencontrer Cetriane. Et il faut savoir que la rencontre est plus ou moins liée au destin et donc Cetriane qui est un messager des vents va prendre sous son aile Eriana et va l'emmener avec lui à la cité d'Ivoire qui est l'endroit où les messagers des vents résident et on va découvrir ensemble qu'Eriana serait la clé à une prophétie qui a été annoncée depuis Perpète la Galette et on va donc suivre toutes ces aventures. J'ai adoré le premier tome que j'avais lu l'an dernier, ce tome 2 je l'ai autant aimé que le premier. J'aime toujours autant tout ce qu'on apprend sur la prophétie, de toute manière je vous l'avais déjà dit, moi les romans avec des prophéties généralement j'adore. Les personnages me plaisent toujours autant, que ce soit Eriana, Cetriane et j'en passe. Par contre j'ai pas compris le choix de l'auteur de faire mourir deux personnages secondaires que perso j'adorais et je m'y attendais pas, du coup j'étais en mode what? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Surtout en fait je vois pas pourquoi il les a fait mourir, enfin bon je suis peut-être la seule à pas voir pourquoi eux ils sont morts, mais quoi qu'il en soit j'étais dégoûtée qu'elle les fasse mourir parce que voilà c'est triste, hein. Moi je m'en suis pas remise clairement et avec la fin en fait du tome 2 j'avais hâte d'avoir le tome 3 donc j'ai acheté le tome 3 qui est juste là et je l'ai quasiment fini, hein. Voilà il me reste 100 pages, un peu plus de 100 pages à lire et je l'adore. Comme c'est un tome 2 je peux pas trop vous en dire à part que bon vous avez pu remarquer, c'est des petites briques, hein. Tous les tomes font plus de 600 pages mais personnellement j'adore, je trouve que ça se lit hyper vite. L'auteur elle a réellement su moi personnellement m'embarquer dans son univers que je trouve très bien construit. J'aime toujours autant le fait qu'on alterne les points de vue parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Disons qu'on voit l'histoire dans sa globalité, je sais pas trop si je me fais comprendre mais moi je sais que d'avoir plusieurs points de vue ça me plaît bien parce que voilà on peut voir ce qui se passe à droite et à gauche et je trouve que c'est toujours plus intéressant. Donc voilà, il me tarde du coup de lire le tome 4, je pense qu'une fois que j'aurai fini le tome 3 il y a d'abord de chances pour que je craque pour le dernier tome parce que je veux savoir comment cette série se finit. Du coup maintenant je vais passer au livre que j'ai lu pour le challenge Un jour un livre. Donc si vous avez suivi mes vlogs il n'y aura rien de nouveau sous le soleil et si vous n'avez pas suivi mes vlogs et bien voilà je vais vous parler du coup des livres que j'ai lus pour ce challenge. Le premier c'est The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James qui est un livre en VO, il n'a pas été traduit en français et dans cette histoire on découvre le personnage de Romy qui est seule à bord d'un vaisseau spatial et le dernier lien qui la relie à la Terre c'est le lien qu'elle a avec la NASA. Et en fait on va apprendre à Romy qu'un vaisseau beaucoup plus performant que le sien a été envoyé à sa suite et qu'il est censé donc arriver au même endroit que Romy dans 6 mois. Et l'équipage qui est envoyé à bord de ce deuxième vaisseau est censé donc aider Romy à découvrir de nouvelles planètes qui pourraient être potentiellement habitables pour l'homme. Sauf que forcément rien ne va se passer comme prévu et c'est tout ce que je vous dirais de ce roman. Franchement ce roman ça a été une claque dans le sens où je m'attendais juste à lire une petite romance qui se passe dans l'espace parce que c'est vrai qu'au vu du résumé voilà tu t'attends juste à une romance dans l'espace alors que pas du tout. Et c'est je trouve ça qui fait un peu la force du roman parce que tu penses lire une romance et au final en lisant le bouquin tu te rends compte que pas du tout. J'ai adoré personnellement les 100 dernières pages du roman, il est assez court hein, il fait même pas 300 pages mais les 100 dernières pages sont juste génial, il y a plein de rebondissements, moi il y a des choses je les avais pas vu venir donc j'étais un peu choquée de ma vie et honnêtement chapeau bas à l'auteur parce que c'était juste génial. Je continue avec un livre que j'ai malheureusement abandonné et c'est Quand vient l'orage de Marie-Hélène Delval. Dans cette histoire on découvre le personnage de Antoine qui avec ses parents sont partis une semaine à la montagne sauf que Antoine va se fouler la cheville donc les vacances pour lui ça commence pas trop bien, il est coincé dans le chalet et du coup il va décider de mettre ce temps à profit en écrivant une histoire puisque Antoine est écrivain et un beau jour donc il va aller dans un petit café et il va entendre un petit vieux qui est en train de radoter sur une vieille légende qui concernerait en fait ce village et particulièrement un château qui serait pas très loin de là où réside Antoine pendant ses vacances et qui impliquerait une princesse en détresse et deux cavaliers, un cavalier noir et un cavalier blanc qui doivent s'affronter soit pour défendre cette princesse ou alors pour la garder prisonnière
Quoi qu'il en soit, c'est une légende qui divise pas mal les habitants, surtout parce qu'il s'est passé des phénomènes assez étranges dans ce village il y a quelques temps de ça, et c'est un peu poussé par la curiosité que Antoine va tomber peut-être la première dans cette légende. Comme je vous l'ai dit donc, c'est un livre que je n'ai malheureusement pas réussi à lire en entier. Le souci c'est que dans ce roman, l'auteur joue beaucoup sur la limite entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas avec cette fameuse légende, et malheureusement moi c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. À la rigueur je pense que j'aurais plus accroché à l'histoire si l'auteur avait donné vie à cette légende, si vraiment on était comme dans la fantasy où vous voyez il y a un portail où hop ça te permet de switcher de monde, d'un coup t'es dans le monde des humains et ensuite t'es dans un autre univers, alors que là c'est... Je veux pas trop vous en dire parce qu'il est assez court encore une fois et je veux pas vous spoiler si ça peut vous intéresser comme roman, mais disons que le fait que l'auteur joue sur ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, moi ça a pas trop fonctionné sur moi. Et puis la légende en plus de ça, je sais pas, j'ai pas accroché. Le personnage d'Antoine aussi m'a pas réellement plu. Et puis le dernier point qui a fait je pense que je n'ai pas aimé ce roman, c'est la plume de l'auteur. J'ai pas réussi plus que ça à accrocher à sa plume, à son histoire, et voilà, à aucun moment en fait j'avais envie spécialement de poursuivre ma lecture. On continue avec deux romans graphiques que j'ai lus, enfin c'est en fait une suite, et c'est Heartstopper de Alice Oseman. Dans cette histoire on suit le personnage de Charlie qui a été harcelé quand il était plus jeune, et en fait ces harceleurs ont divulgué à tout son lycée comme quoi Charlie était gay. Et là donc c'est une nouvelle année je crois qui commence, et il va voilà, être dans un nouveau cours et leur prof va leur demander d'être en partenaire avec leurs voisins, et c'est comme ça que Charlie va faire la rencontre de Nick et qu'ils vont devenir très vite très proches. Et vous vous doutez bien que voilà, ils vont pas rester amis très longtemps, il va y avoir une petite romance entre nos deux personnages. Et honnêtement ces romans graphiques sont juste tellement choupinous, mais vraiment je lis très peu de romans graphiques et pourtant depuis que j'ai lu Heartstopper j'ai qu'une envie, c'est d'en relire tellement j'ai adoré la plume d'Alice Oseman et ses dessins, puisque c'est elle qui a tout réalisé. Je voulais vous montrer un peu les dessins, je sais pas trop ce que ça va donner. Ce que j'avais adoré c'est à la fin, parce qu'il y a des voilà, il y a des petites informations sur les uniformes scolaires, voilà, posés en Angleterre. Et je trouve que c'est vraiment juste des romans graphiques hyper intéressants. Dans le premier tome on se focalise sur Charlie, sur du coup l'amitié en fait plutôt qui unit Charlie et Nick. Et dans ce tome 2 on est plus focalisé sur Nick, sur le questionnement qui va se faire par rapport à sa sexualité et en règle générale qui il est. Il y a aussi les parents qui sont quand même assez présents, forcément ils sont au second plan, mais la famille de Charlie est quand même présente dans sa vie, et on voit aussi que la maman de Nick est pas mal présente dans sa vie, donc ça j'ai trouvé intéressant parce que c'est vrai que en règle générale dans les romans young adultes les parents ils sont aux abonnés absents, et moi c'est quelque chose qui me perturbe toujours un petit peu que les parents soient pas présents, alors que bon c'est un peu leur but premier j'ai envie de dire. Le premier tome sort au mois d'octobre en français aux éditions Hachette, et j'ai aussi découvert que Alice Oseman serait présente à Montreuil là à la fin d'année, donc ça me donne encore plus envie d'aller à Montreuil, mais honnêtement de toi à moi je sais pas si je vais pouvoir y aller, parce que chaque année je me dis ouais cette année j'irai à Montreuil, mais lol. Toujours c'est la semaine où je commence déjà à avoir des partiels, et comme je travaille je suis pas sûre, il faudrait que je vois si je peux avoir mon week-end de là. Donc bon, on verra bien, mais si vous habitez sur Paris, ou en tout cas si vous comptez aller à Montreuil et que vous adorez Alice Oseman, sachez qu'elle sera à Montreuil. Je poursuis avec The Cold is in Her Bones de Peternelle Van Arsdale, et ça va être un peu compliqué de résumer ce livre parce que c'est deux histoires en une, mais faut pas trop que je vous en dise parce qu'il est assez court et que bon bah si vous avez envie de le lire, voilà, faut pas que je sois trop spoilante. Alors, dans ce livre, on va découvrir l'histoire de Hulda, qui est une jeune fille qui a du mal à être docile, disons que c'est un peu une petite sauvageonne, elle aime bien être au grand air, elle revient toujours avec de la terre sous les doigts, plein de nœuds dans les cheveux, et sa maman, elle a un peu de mal avec le comportement assez voilà, vagabond un petit peu de sa fille, parce qu'elle aimerait que Hulda prenne exemple sur sa sœur aînée qui est beaucoup plus docile, qui est jolie, qui voilà, est un peu parfaite, en tout cas elle est parfaite pour ses parents. Et un beau jour Hulda, elle va découvrir qu'elle a un serpent qui lui pousse près de l'oreille, et en fait elle se rend compte qu'elle peut communiquer avec ce serpent, mais qu'elle ne doit surtout pas en parler à qui que ce soit parce que tout le monde la prendrait pour une folle, et en plus de ça pour une sorcière, et donc en fait le village voudra forcément se débarrasser d'elle. Or eh ben, Hulda elle veut pas se séparer de ses parents, hein, logique, donc elle va tenter de garder ce secret le plus longtemps possible, sauf qu'un jour en pensant être toute seule, elle va s'abriter sous un arbre et elle va
en fait attirer à elle tous les serpents du coin. Et il s'avère qu'à ce moment-là, il y aura un jeune homme du village qui va la voir et qui va crier sur tous les toits qu'Hulda est une sorcière, et donc les villageois vont s'en prendre à elle, ils vont aller l'enterrer vivante pensant qu'elle mourra comme ça. Or Hulda va survivre et elle va maudire sur des générations ce village et tous ses habitants. On va suivre quelques années plus tard le personnage de Mila qui est trait pour trait comme Hulda, c'est-à-dire que voilà, elle veut pas être docile, elle aime bien être au grand air, et un beau jour elle va découvrir qu'un serpent lui a poussé près de l'oreille et qu'elle peut donc communiquer avec lui, et bien évidemment elle va devoir garder ça pour elle, surtout parce que depuis qu'Hulda justement a maudit le village, beaucoup de villageois ont perdu leurs femmes, leurs filles, qui en fait ont été victimes de la malédiction. À savoir que ces jeunes femmes ont perdu la boule, c'est-à-dire qu'elles ne reconnaissaient plus les membres de leur famille, elles disaient qu'elles entendaient des voix, et donc les villageois ont dû les emmener très loin du village dans un espèce de couvent, et en fait toutes les jeunes filles qui atterrissent dans cet endroit n'en ressortent jamais, et Mila ne veut surtout pas connaître le même sort, donc elle va tout faire pour taire le fait qu'elle aussi, donc elle entend des voix dans sa tête, et surtout qu'elle a des serpents qui, comme Hulda, lui poussent dans les cheveux, et on va donc découvrir l'histoire de ces deux jeunes femmes qui sont séparées par une bonne paire d'années et qui pourtant vont devoir combattre les mêmes soucis et vont devoir gérer les mêmes problèmes grosso modo. Et c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Je sais que mon résumé il est pas... Enfin j'essaye de vous en dire, mais en même temps je trouve que c'est assez compliqué de vous parler de ce roman, surtout de le résumer parce que il est assez court et en même temps faut bien que je vous en dise un petit peu quoi, parce que sinon c'est pas drôle, c'est pas très intéressant surtout. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur, c'est fluide, c'est assez poétique, il y a tout ce côté un petit peu autour de la magie, le fait qu'elles puissent parler aux serpents, qu'elles entendent des voix. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait l'atmosphère qui se dégage de ce roman, et honnêtement là encore une fois si vous pouvez le lire en anglais je vous le conseille, et même si vous avez peut-être envie de débuter en anglais, je trouvais qu'il était assez accessible, surtout si vous voulez un peu lire des romans un peu fantastiques comme ça, enfin plutôt avec de la fantaisie. Je pense que celui-ci est assez abordable. Et pour finir, place à mon coup de cœur du mois d'août qui a été Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Voilà, gros coup de cœur pour ce roman. Ici on va découvrir l'histoire de Daisy Jones et du groupe The Six qui ont connu un immense succès dans les années 70-80, et malheureusement ce groupe mythique s'est séparé un soir après l'un de leurs concerts à Chicago pour on ne sait quelle raison, et c'est à travers ce roman donc qu'on va tenter de découvrir le pourquoi du comment Daisy Jones and the Six a cessé d'exister. Dans ce roman, comme je vous l'ai dit, c'est sous forme d'interview, et je sais que c'est pas forcément un type de narration qui a plu à tout le monde. Personnellement moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, bien au contraire, parce que je trouvais que sur une situation, du coup d'avoir le format sous forme d'interview, ça permettait d'inclure d'autres personnages secondaires à l'histoire et de rendre l'histoire plus globale en fait. J'ai aussi adoré du coup suivre l'histoire au début en parallèle de Daisy Jones, qui est une jeune fille qui vient d'un milieu bourgeois et qui va se découvrir une passion pour la chanson. Elle a une belle voix, mais elle surtout ce qu'elle veut c'est écrire des chansons, donc elle va commencer en tant qu'artiste solo, elle va composer ses chansons, enfin plutôt elle va écrire elle sera plutôt parolière du coup. Et de l'autre côté donc on voit le groupe de Six, comment il s'est formé et comment ça a marché pour eux, et justement après leur rencontre, comment Daisy Jones a rencontré le groupe de Six, comment leur est venue l'envie et l'idée surtout de faire une collaboration, et surtout le succès qu'ils ont eu ensemble et qui a ensuite donné donc le groupe Daisy Jones and the Six, puisque Daisy Jones a officiellement rejoint le groupe de Six pour quelques années avant leur séparation, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant du coup de les suivre progressivement, chacun de leur côté, jusqu'au moment, comme je vous l'ai dit, où ils se rencontrent. Daisy Jones and the Six, ça parle aussi beaucoup donc de tout ce qui est addiction aux pilules et aussi addiction à l'alcool, enfin voilà, un peu la descente aux enfers que certains chanteurs qui ont été au sommet ont connu, parce que après il y a toute la pression derrière, et je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu à travers ce roman la pression qu'il y a sur les artistes, et toujours cette question de est-ce qu'on va faire mieux que précédemment, est-ce que on va réussir à se renouveler ou à garder notre petite touche qui a fait qu'on a connu le succès. Tout ce raisonnement là, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Les personnages, personnellement je les ai quand même trouvés attachants, ils sont assez complexes
encore une fois à cause de tout ce qui est drogue et addiction en règle générale. Daisy Jones, c'est un personnage quand même auquel je me suis attachée parce que c'est une jeune fille voilà, qui est très belle, qui n'a jamais eu de soucis financiers parce que ses parents sont très riches, mais qui finalement se sent seule parce que personne ne la comprend, personne ne la connaît réellement, et c'est par l'intermédiaire de ses chansons qu'elle va tenter de... Voilà, déjà de montrer qui elle est, et aussi je pense d'une part de se trouver elle-même. Le personnage de Billy, qui est le leader vocal du groupe The Six, je l'ai au début, faut le dire clairement, pas spécialement apprécié, mais plus on avance dans l'histoire, plus ça allait, je comprenais un petit peu sa vision des choses, et ouais, on va dire qu'à la fin j'ai réussi à pas m'attacher à lui, mais il me dérangeait pas comme personnage. Du coup, comme c'est un bouquin en rapport avec les chansons, vous avez les chansons à la fin du roman, et comme je vous l'avais dit dans le vlog, le seul bémol c'est que Taylor Jenkins Reid n'a pas... c'est pas associé avec un musicien pour donner vie aux chansons, et je trouve que c'est ça qui manque à Daisy Jones and the Six, le fait que l'auteur n'ait pas donné vie à ses chansons comme avait pu le faire Colleen Hoover avec son roman Maybe Someday, où elle avait collaboré avec Griffin Peterson et on pouvait écouter donc les chansons pendant la lecture, et je trouvais que ça avait complètement renforcé l'histoire et ça avait fait que ça avait été un coup de cœur pour ma part. Et bon, Daisy Jones and the Six, ça a été un petit coup de cœur, mais je pense que ça aurait pu être un plus gros coup de cœur si les chansons avaient été composé en réalité, mais pas de panique puisque, comme je vous l'avais aussi dit dans le vlog, Amazon va produire une série sur ce roman qui est aussi produite par Reese Witherspoon, et là forcément je pense qu'ils vont composer les chansons, enfin c'est pas possible qu'ils ne composent pas les chansons, donc là je pense que la série aura le plus d'avoir les chansons, et voilà. Que vous dire de plus? Si c'est un livre qui vous intéresse, foncez parce que c'est génial, et foncez aussi d'ailleurs pour lire son autre roman qui est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui devrait pas tarder à sortir. Enfin je crois qu'il sort là, le 11, le 10 septembre, je sais plus. Je parle tellement que voilà, j'ai la gorge qui me pique. Donc voilà pour ce roman. Bah écoutez, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont je vous ai parlé en vidéo vous fait envie, ou à me dire quels sont les livres que vous avez lus au mois d'août. Et écoutez, sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!